Qu'est-ce que vous voyez? Bon, je vous l'accorde, c'est pas forcément évident. C'est un beau dressage de restaurant, comme des pois, sous une fine tranche d'eau glacée. Le jour où on a posé cette assiette devant moi, je me suis immédiatement vue devant un lac gelé. J'étais plus à Megève. J'étais devant le lac Abraham, au Canada. Avoir ce genre d'idée singulière, appeler un plat le lac gelé, c'est mon métier. Je suis designer culinaire. Designer culinaire? C'est quoi exactement? Tu fais des photos pour les livres de recettes? Non. Ah, mais tu fais les dressages pour les grands chefs? Non plus. Je sais, tu dessines des casseroles et des assiettes. Pas du tout. Tout le monde voulait me mettre dans une case. Je me sentais tarte avec toutes ces questions. Je me disais que ce serait plus simple de rentrer dans le moule. Je ne suis pas devenue la designer qui murmure à l'oreille des chefs, comme ça, du jour au lendemain. J'ai travaillé comme un âne. J'ai traversé des années de vache maigre pour petit à petit, comme une fourmi, me faire une place dans le milieu de la gastronomie. Un jour où je ruminais sur mes difficultés de parcours, Claire, une femme que j'admire, me dit « Mais Marion, nom d'un chien, c'est normal que ce soit plus compliqué pour toi. Tu as inventé ton métier. » Tu as inventé ton métier. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Je sors de la posture du vilain petit canard et je me sens pousser des ailes. Je comprends que ma différence, c'est mon potentiel. On a tous une particularité, quelque chose qui peut nous permettre de faire la différence. Alors la question que j'ai envie de vous demander, c'est vous. Quelle est votre botte secrète? Est-ce que vous la connaissez? Moi, j'ai découvert très récemment que ma botte secrète, c'est mon hypersensibilité. Je suis en connexion permanente et puissante avec mes 5 sens. J'ai une mémoire d'éléphant, je capte tout, et j'arrive à créer des connexions en une fraction de seconde entre mes sens, mon imaginaire ou des mots. C'est ce qui donne le lac gelé. Tout ça, c'est ma boîte à outils créative. Alors, dans les séminaires sur la créativité, les experts nous disent qu'il faut sortir de la boîte. Je pense que vous connaissez tous l'expression « think outside the box ». Il faut sortir de la boîte pour être créatif. Moi, j'en suis pas forcément intimement convaincue que sortir du cadre, c'est forcément ce qui rend créatif. Si on pense à tous les artistes qui ont réussi à se singulariser dans une simple toile blanche, on voit qu'il suffit d'oser se singulariser pour arriver à créer quelque chose. Mais admettons que dans le processus d'innovation, on soit sorti de la boîte et qu'on ait trouvé un nouveau produit. La première chose qu'on va faire, c'est prendre une feuille de papier, tracer 2 axes, venir placer ses concurrents et choisir où on a envie de se positionner. Et pour se différencier, il est rare qu'on vise le centre. Ce n'est pas comme aux fléchettes. On va plutôt essayer de se mettre sur les marges pour ne pas être au même endroit que tout le monde. Si on imagine à nouveau qu'on est devant une cible, aux fléchettes, qui a pour idée de viser à l'extérieur? C'est possible, hein? Mais tous les atterrissages hasardeux ne sont pas aussi délicieux que la tarte tatin. La tarte tatin, elle a atterri en dehors du four. Mais on l'a tout de suite remise dans son moule. Elle y est vite retournée. Et c'est avec exactement les mêmes ingrédients que finalement, on a créé la recette singulière que l'on connaît. Alors on voit que le moule est toujours là, finalement. Les boîtes sont toujours là. Si on sort d'une boîte, on va se retrouver dans une boîte plus grande. C'est comme des poupées russes. Moi, les boîtes, j'adore ça.
Et c'est le jour où j'ai vraiment défini dans quelle boîte j'allais me positionner que j'ai vraiment fait comprendre quel était mon métier. J'ai d'abord défini le cadre de mes clients. Les chefs, leur cadre, c'est l'assiette. La cuisine, moi, je n'y touche pas. C'est leur terrain d'expertise. Et je viens me positionner autour de l'assiette, à l'échelle de la table. Et si on agrandit un peu la boîte, ce sont les 4 murs du restaurant. À partir du moment où j'ai choisi ma position et la boîte dans laquelle je me mettais, ma niche en fait, ça a été beaucoup plus simple de faire comprendre ce que je faisais et de me vendre. Et après tout, est-ce qu'on ne cherche pas tous à trouver des clients, ou du moins quelqu'un qui adhère à nos idées? La position de l'artiste maudit, elle n'est pas très confortable. Et moi, je ne suis pas une artiste, je suis une designer. Ça veut dire que je crée pour des fonctions, pour répondre à des besoins. J'ai toujours un cahier des charges. Et en fait, le cahier des charges, j'adore ça. C'est ce qui me rend créative. J'ai remporté plein de concours en m'amusant avec le règlement, en retournant la problématique, en venant faire des réponses qui étaient aux marges de ce qu'on pouvait faire pour me différencier de tous ceux qui visaient le centre. Je vais vous raconter ce que j'ai fait sur le concours du Bocuse d'Or. Le Bocuse d'Or, si vous ne connaissez pas, c'est la Coupe du monde de la cuisine. Vous avez 20 chefs du monde entier dans des vestes blanches immaculées avec des toques sur la tête qui cuisinent pendant 4 heures, pas une seconde de plus. Ils sortent des assiettes dressées à la pince à épiler. Une fois qu'ils ont terminé, un balai de serveurs emporte les assiettes dans une synchronisation absolument parfaite pour les déposer devant le jury dégustation, tous bien alignés, eux aussi avec des toques sur la tête. Et ils sont devant un public en délire qui assiste à l'événement. Allez, la France! Wouh! Le Bocuse d'Or, c'est ça aussi. On est loin de l'ambiance feutrée du restaurant gastronomique. Et il n'y a pas une excitée comme moi là, mais 2000 supporters en liesse qui supportent leurs candidats. Ils ont des tambours, des drapeaux, des fanfares. Ça rigole pas, hein? Alors moi, je rêvais de mettre mon grain de sel dans ce genre d'événement. Et David Tissot, lui, rêve de rapporter la statuette de Paul Bocuse à Lyon. Un jour, il me dit, écoute, le règlement ne demande pas, mais n'interdit pas de présenter un menu au jury dégustation. Je dois travailler sur l'artichaut. Propose-moi quelque chose. L'artichaut. C'est chaud, l'artichaut. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais c'était un peu compliqué. Et puis, un menu, c'est quoi? C'est juste une feuille de papier sur laquelle on vient écrire quelque chose. Ça ressemble à quoi un artichaut une fois qu'on l'a mangé? C'est ça qu'on a fait. David Tissot a gagné sa place pour représenter la France avec 1 point d'avance sur le deuxième candidat. Ces menus, c'était la carte Joker, en fait, qu'on a sortie pour sortir du lot et tenter notre chance sur le concours. Quel que soit le niveau d'exigence, chaque détail peut faire la différence face à la concurrence. Est-ce que vous voulez connaître la recette pour vous distinguer? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des narines qui frétillent. C'est la Madeleine. La Madeleine de Proust. Je vais vous raconter l'histoire pour ceux qui auraient oublié.
Proust rentre chez sa mère. Il n'a pas tellement faim. Elle lui propose une madeleine, mais peut-être que lui aussi a senti une bonne odeur et il accepte. Elle lui sert avec une tasse de thé dans une fine porcelaine qui lui réchauffe délicatement le creux des mains. Il vient y tremper la madeleine, la porte à sa bouche, et là, c'est l'extase. Cette première bouchée de madeleine était sensationnelle et elle restera unique. Toute sa vie, il a cherché à la retrouver, il n'y est jamais arrivé. Alors, est-ce que vous pensez qu'on peut recréer ce genre de sensation forte ? Je ne vous parle pas là peut-être de vos souvenirs qui vous reviennent, du poulet du dimanche chez grand-mère ou d'un morceau de Saint-Nectaire mangé à la volée sur un marché. Je vous parle de recréer vos futures madeleines de Proust. Je vais vous partager les secrets de ma recette. Alors, ceux qui cuisinent mal, rassurez-vous, c'est une équation. Et les matheux, pardonnez-moi, je suis créative, donc c'est une équation un peu hors norme. Alors, revenons à cette madeleine. Vous avez commencé par la dévorer des yeux, je vous ai vu. Après, vous l'avez senti un petit peu. Proust l'a bien senti dans la maison, l'odeur de la madeleine qui avait cuit. Ensuite, il a eu de la chance, lui, il l'a prise en main, il l'a touchée. Et puis la madeleine imbibée de thé a eu une résonance particulière dans sa bouche. Et enfin, en dernier, il a eu cette sensation du goût. Quand vous mangez, c'est le seul moment où vous êtes en connexion permanente avec vos 5 sens. Après, autour de tout ça, il se passe des choses. On a le contexte autour de ce qu'on mange. C'est ce que j'appelle le 6e sens, le sens de l'histoire. Alors, on n'est pas dans un storytelling creux où on vient coller quelque chose et on essaye, quand on parle du contexte, de se focaliser sur ce qui est authentique, ce qui génère des vraies émotions. Chez Proust, c'était l'amour de sa mère, c'était peut-être un feu de cheminée qui l'enrobait d'une douce chaleur ou qui crépitait, la petite cuillère en argent. On est là sur la pincée de sel qui va relever ce qu'il est en train de manger. Et c'est tout ça, mis bout à bout, qui va venir créer quelque chose de précieux, de rare, d'unique et de singulier. Ce qui est génial, c'est que cette équation, elle ne fonctionne pas uniquement pour le design culinaire. C'est comme la carte Joker, vous pouvez la sortir tout le temps. Notre singularité en tant que conférencier, c'est nos histoires, nos émotions qu'on vous partage sur notre sujet, mais on le fait de façon singulière. Votre singularité, si vous êtes salarié, c'est tout ce qui va se passer autour de votre CV et qui va faire que vous allez être pris pour un entretien ou pour une promotion pour ce que vous êtes. Votre singularité, si vous êtes entrepreneur, c'est tout ce qui va vous différencier du voisin, tout ce que vous allez imaginer pour vos clients d'unique, qui vous caractérise vous. Votre singularité dans votre vie personnelle, c'est tout ce que vous allez imaginer de sensoriel ou de sensationnel pour séduire la future personne qui partagera votre vie, pour être unique dans le cœur de quelqu'un ou pour le rester. Maintenant, dans les soirées, quand on me demande ce que je fais dans la vie, je dis que je fais des madeleines de Proust. C'est beaucoup plus simple. Je travaille sur chaque détail qui permet de faire venir, revenir ou qui crée des souvenirs pour les gens. Et je permets à mes clients, les chefs, de se différencier en affirmant leur singularité. Comme moi, comme eux, vous pouvez vous aussi explorer votre singularité. Parce qu'en exploitant sa singularité, on n'a plus besoin d'être parfait pour s'imposer. Dans un orchestre, qu'il soit philharmonique ou un orchestre de chambre, il est composé d'instruments qui sont tous différents les uns des autres. Chacun a ses couleurs, ses textures, ses sonorités, ses vibrations.
ces aspérités, ils sont tous nécessaires à l'harmonie de l'ensemble. On ne peut pas se passer de l'un ou de l'autre. Et c'est exactement la même chose dans un groupe. Toutes les singularités de chacun sont utiles à une communauté. Alors, puisqu'on parle de musique, je vais reprendre mon petit instrument. Et je vais vous demander d'imaginer cet outil. Donc c'est fait pour accorder les instruments entre eux, pour qu'ils s'accordent, qu'ils soient à l'unisson. Mais on peut imaginer aussi que le diapason, qui est sur une fréquence fixe, ici on est sur un La, ça me représente, moi, vous, dans votre fréquence vibratoire personnelle. Et la boîte, on va l'utiliser autrement. On ne va pas en sortir. On va imaginer que c'est les contours de notre unicité. Elle symbolise notre singularité. Et je vais vous faire vivre une courte expérience qui va vous donner une clé. C'est ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Donc vous allez regarder, écouter, ressentir quelque chose qui va vous permettre de déguster un instant et de toucher du doigt que vos différences sont la caisse de résonance de votre puissance.